Bonjour Nadège. Bonjour Christophe, hein, tu vas Oui. bien? Bien et toi? Très bien, merci. Parfait. Alors nous sommes rencontrés à l'occasion des méditations que j'ai menées à une époque et tu participais en ligne. Et puis à l'occasion aussi de cercles de parole que j'ai organisés en Zoom. Et je crois que c'était on en parlait tout à l'heure, autour du thème de la confiance en soi, c'est ça. Oui, Alors toi Nadège, tu es astropsychologue et on va parler aujourd'hui de l'équilibrage yin-yang. c'est Euh, ça. Et c'est un vaste sujet. Alors, pas nécessairement équilibrage du féminin et du masculin, mais ça s'en rapproche. C'est deux polarités qui seront en équilibrage. Euh, donc, pour commencer, bah, je vais te laisser te présenter rapidement et puis ensuite, on entrera dans le détail. Alors, me présenter, comme je te disais, c'est un vaste sujet, le fait de se présenter. Je pourrais rapidement te dire que je suis la somme de mes caractéristiques innées, des modélisations familiales, des conditionnements, des injonctions, et puis de tout mon parcours de vie qui va me faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais tu vois, cette question, elle est super intéressante parce que par hasard, j'ai assisté à la conférence de Laurent Gounel il doit y avoir 2, 3 ans de ça sur TEDx, une très longue conférence justement sur la notion de qui je suis. Et en fait, ce qui met en avant, c'est qu'aujourd'hui, on est conditionné à se présenter par des étiquettes sociales, nom, prénom, âge, situation familiale, matrimoniale, profession, lieu géographique. Et en fait, ce qu'il met en évidence, c'est que tout ça, certes, ça nous définit dans un contexte, mais ça ne raconte rien de nous et ça ne nous permet pas de nous connecter à ce qu'on est réellement. Que je m'appelle Nadège, Chantal ou Marie, ça va rien te dire de qui je suis. Bien sûr. Que je sois mariée ou célibataire ou divorcée, ça te raconte rien de moi. Par contre, si je te dis que je suis mariée et une bonne épouse, là, ça te dit davantage de moi. Si j'ai des enfants, ben, si je te dis que je suis une maman maternante, protectrice, une maman poule, ça te dit quelque chose de moi. À l'inverse, si je te dis que je me suis consacrée exclusivement sur mon métier et que je ne me suis pas préoccupée de mes enfants, ils se débrouillent tout seuls, je te raconte aussi quelque chose de moi. Et c'est là, si tu veux, où j'ai trouvé cette conférence hyper intéressante. C'est qu'à partir du moment où, certainement pour des raisons aussi d'immédiateté, on n'a pas 3 heures pour se présenter quand on rencontre quelqu'un, mais finalement, on ne dit rien de nous. Oui, On on nous donne demande des souvent étiquettes. qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est un peu ce qui nous définirait ce que nous faisons, alors qu'on ne nous pose jamais la question de qui nous sommes, qui je suis en dehors de mon métier, de ma position sociale, etc. C'est vrai que moi, c'est la question que je me pose souvent quand j'arrive dans un groupe et qu'on ne me connaît pas que je ne connais pas les gens. Tout de suite, on commence à dire, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si ça nous définissait. Alors, ça donne une partie de l'information sur ce- qui je peux être, mais loin de là, définir qui je suis exactement. Alors, du coup, qui es-tu exactement? Enfin, ou selon toi? Eh bien, écoute, dans mon parcours, je suis une enfant unique euh, qui va vivre dans un contexte euh, déséquilibré, mais qui va justement euh, trouver des connexions par rapport à tout ce qui se construit autour de moi. Moi, quand je nais, et comme tout le monde, hein, on choisit pas. On choisit pas notre famille, on choisit pas où on est, dans quelle ville, dans quel pays, mais tout ça, ça va venir me conditionner et ça va venir activer des caractéristiques que je porte en moi. Euh, et puis ce contexte déséquilibré familial va venir aussi activer
d'autres caractéristiques pour venir se positionner en rempart pour protéger notamment une blessure qui va me falloir un certain nombre d'années à comprendre que c'est pas en la protégeant que je vais en faire quelque chose, mais c'est en allant justement l'écouter, écouter ce qu'elle a à me raconter, puis en faire quelque chose pour pouvoir la soigner, pour pouvoir avancer. Donc, c'est pour ça que je te disais au départ, je suis la somme de caractéristiques innées et puis je vais être modelée par par mon donc, modèle familial, par l'époque à laquelle je nais, la ville dans laquelle je nais, le pays dans lequel je nais. Et tout ça, ça va donner une première version de moi-même qui va évoluer au fil du temps en essayant de rééquilibrer des choses qui ne le sont pas de prime abord. D'accord. Là, ça pourrait s'appliquer à un peu tout le monde, ce que tu nous dis là. Exactement, exactement. Et en l'occurrence, pour toi en particulier, quel a été ton enfance, dans quel environnement tu as évolué? Alors, comme je te disais, donc je suis enfant unique, ce qui va très tôt à la fois me créer une capacité à presque à faire ami-ami avec une forme de solitude, à gérer des moments d'ennui ou de frustration. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'apprentissage de notions, par exemple, de partage. J'ai pas besoin de partager mon temps, ma chambre, mes jouets, ma famille. Tout est à moi. Alors, ça va pas faire de moi une enfant roi, parce que très cadrée. Mais tu vois, ces notions-là qui vont être activées immédiatement dans des familles où tu as 2, 3, 4, 5 enfants, donc des choses qui vont se mettre en place immédiatement. Moi, ça va se créer dans l'autre sens, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces notions de partage, euh, il va falloir que j'en prenne conscience dans ma vie, que c'est quelque chose d'important, que je ne vis pas toute seule dans mon coin, je suis pas sur une île déserte, donc moi, je vais devoir l'apprendre. Euh, Après, dans le modèle, donc comme je te disais, déséquilibré dans le sens où euh, j'ai un pilier de femmes autour de moi, donc ma mère, bien évidemment, et ma grand-mère maternelle. Euh, des femmes que moi, je vais percevoir à ce moment-là, surtout dans leur côté femmes guerrières. Ce sont des femmes seules, donc ma grand-mère est veuve depuis longtemps. Moi, quand je nais, elle est déjà veuve, donc elle est déjà toute seule. Et ma mère, assez rapidement va se retrouver dans la même situation, donc femme célibataire avec un enfant. Et en fait, je les perçois tout de suite comme des femmes, si tu veux, des femmes fortes, des femmes entreprenantes, des femmes qui vont s'en sortir. Euh, et puis des femmes qui vont aussi m'inculquer, non pas trouve-toi un mari pour être protégée en sécurité ou je ne sais quoi, mais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire apprends à ne compter que sur toi et apprends à te débrouiller toute seule. Donc D'accord. voilà l'environnement. Après, du côté de mon père, en fait, c'est un père absent au départ, puis un père qui disparaît. Et dans mon regard d'enfant, puisqu'il disparaît, j'ai 8 ans, euh, moi, je vais... Alors, il disparaît, il n'est pas décédé, si tu veux, il est parti. Ouais. Et donc, pour moi, là, il y a un point de blessure, parce que dans mon regard d'enfant, je deviens un enfant abandonné. Et je vais porter en moi, pendant un certain nombre d'années, cette blessure d'abandon. Mais très rapidement, si tu veux, cette blessure, euh, elle va venir activer un rempart. Plutôt qu'écouter cette blessure, c'est vraiment, j'ai sorti toute l'artillerie lourde et à lui dire, t'inquiète, je gère. Mais en fait, ça va être que, et on va y venir, que de l'énergie yang de défense pour qu'on vienne pas, pour que personne ne vienne appuyer sur cette blessure parce qu'elle fait mal. Donc, j'ai pas, si tu veux,
à l'inverse du modèle féminin fort, j'ai pas de masculin. Moi, Oui, parce ça que déjà, va. avec ta grand-mère et ta mère, il y avait un féminin fort, mais qui s'appuyait sur des valeurs de guerrière, donc un peu yang quand même, très fortement yang. C'est Donc, ça, l'absence d'homme a été compensée par un excès de yang. Et ça s'est euh, déployé chez ta grand-mère, chez ta mère, et ensuite chez toi, c'est ça? c'est Et, ça. euh, et donc, tu as mis en œuvre ce qu'il fallait pour euh, vivre avec ça. Après, tu prends ce qu'on te donne en dehors de tes caractéristiques innées. Tu vis encore une fois dans un contexte, euh, sachant que l'enfant, il peut aussi déformer une forme de réalité. C'est-à-dire que tu vois des Oui, tout à fait, choses, oui. tu les prends telles quelles, et c'est au fur et à mesure quand toi-même tu vas devenir parent, par exemple, ou les circonstances de la vie qui vont faire que tu vas dire, ah bah tiens, j'avais mis un focus sur ce point-là, mais finalement, il y avait plein d'autres choses dans mon environnement qui ont contribué aussi à faire ce que je suis. Et il n'en demeure pas moins que ce contexte de femme présente et masculin, dans le sens biologique, masculin absent, euh, m'a forcément modelé, conditionné certainement, mais modelé de façon certaine. Ça, c'est, oui, oui, c'est évident. C'est évident. Alors, au départ de ta vie personnelle et professionnelle, en quoi ça t'a modelé? Vers quoi tu es allé comme type d'évolution personnelle? Vers quoi tu es allé comme type de profession ou de vie? Alors, si tu veux, quand je sors de mes études, en fait, je ne sais pas trop ce que je veux faire à ce moment-là. Il n'y a qu'une chose qui est claire pour moi, c'est que je veux travailler avec une clientèle. Par contre, le reste, c'est pas très clair, contrairement à d'autres camarades de promo qui, eux, font des études parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont faire après. Pour moi, c'est pas très clair. Donc, je vais enchaîner dans un premier temps un certain nombre de CDD. Puis va se présenter à moi un autre CDD, mais dans le monde des assurances. Euh, et en fait, initialement, ce CDD va m'ouvrir à un CDI dans une entreprise dans laquelle je vais faire carrière pendant 25 ans. Et si tu veux, c'est à partir du moment où je vais intégrer cette entreprise que je vais prendre conscience que bah, finalement, si je suis dans cette entreprise-là, c'est que il y a une forme de résonance avec des besoins. Donc, besoin de sécurité, besoin de sécuriser notamment ce que je vais appeler le patrimoine, c'est-à-dire euh, mes possessions, que ce soit des possessions matérielles ou des possessions financières. En fait, j'ai ce besoin de protection au niveau matériel. Et quelque part, je vais y trouver aussi une forme de résonance, une forme de légitimité. Je deviens, puisque moi, je suis en quête de cette sécurité matérielle et que je vais le trouver dans cet univers, quoi de mieux que d'être légitime à proposer aux autres cette façon de présenter l'assurance, c'est-à-dire sur le thème de la sécurité. Après, si je vais un petit peu plus loin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, il y a eu, je vais te dire comme je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me poussait vers la sortie. J'ai résisté très très fort, je ne l'ai pas lâché. Et en fait, plus je résistais, plus ça poussait. Et puis à un moment donné, j'ai compris que j'étais plus à ma place, que j'avais fait le tour et qu'il était temps de passer à autre chose. Et je suis repartie dans ce cercle de je lâche quelque chose qui ne me convient pas, ce qui m'a permis de prendre conscience de ce que c'est que lâcher prise, parce qu'avant on m'en parlait, mais je ne comprenais pas. Et j'ai fait le vide. Et je me suis dit, c'est à partir de ce vide que je vais créer
Et comme la nature a horreur du vide, il y a quelque chose qui va émerger de moi et je vais essayer de fonctionner autrement. C'est-à-dire plutôt que partir d'un métier et essayer d'être épanoui dans ce métier, là, je vais fonctionner autrement. Je vais partir de ce qui fait élan et épanouissement pour moi et je vais essayer d'en faire un métier. Et c'est pour ça que j'ai complètement dévié. J'ai fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui, je tente l'aventure, effectivement, en tant qu'accompagnant en astropsychologie. D'accord. Donc, si je résume un peu ce que tu nous as dit, en fait, visiblement, l'abandon, enfin la blessure d'abandon que tu as portée t'a amené vers des environnements où tu pouvais te sécuriser. Entre autres, le secteur de l'assurance où l'argent permet le matériel est un sujet dominant et la sécurisation des biens matériels, de l'argent, est un sujet dominant dans l'univers de l'assurance. Et tu as fait ce chemin, enfin, tu es resté 25 ans dans cette société. Oui, oui, Ok. oui. Et à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu avais fait peut-être le tour de ce sujet qu'il fallait que tu évolues, c'est ça? Et tu as changé complètement de métier à ce moment-là, vers quelque chose qui était plus peut-être un rééquilibrage, si on peut dire. Et qu'est-ce qui a fait ce déclenchement? Est-ce que c'est simplement quelque chose que tu as senti ou il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, bah, maintenant, il faut que je passe à une étape suivante? Il y a plusieurs éléments et des déclics, si tu veux, qui m'ont conduit. C'est-à-dire qu'entre cette carrière dans les assurances et aujourd'hui la nouvelle aventure, il y a ce que moi je vais appeler une phase de transition dans laquelle il y a eu un certain nombre de déclencheurs et des déclics, et notamment avant de quitter. C'était ce qui allait me permettre, alors, soit on va le considérer comme lâcher, soit on va le considérer comme oser. Euh, on va retomber sur nos pattes de toute façon, l'un comme l'autre. Euh, il y a eu une évolution, si je reprends vraiment au niveau de l'activité pro, il y a eu une évolution de la société avec un grand S. Il y a eu une évolution de l'entreprise. Moi, il y a eu un changement de direction. Initialement, j'étais dans une entreprise, on va dire, familiale, plutôt un mode de fonctionnement horizontal où il n'y a pas d'étiquette, si tu veux. Euh, tu as besoin d'un renseignement, tu peux appeler directement la personne concernée. Et au bout d'un moment, donc changement de direction, et là, c'est devenu une structure horizontale avec beaucoup Vertical, tu veux dire? d'intermédiaires. Euh, et puis, il y a eu des nouveaux cadres issus de la banque qui ont intégré cette entreprise et on est vraiment tombé dans un modèle. J'ai presque envie de te dire impersonnel. Oui. Et en fait, moi, je m'y retrouvais plus, mais sachant que moi aussi, si tu veux, en 25 ans, obligatoirement, j'ai changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont soit euh, raffermies ou au contraire des choses qui se sont adoucies. Et simplement, j'observais que mon rapport avec ma clientèle était... euh, devenait beaucoup plus axé sur autre chose finalement que cette notion de protection en amont ou en aval. J'étais plus dans un intérêt de connaître les gens et de cette connaissance, j'allais pouvoir euh, avoir une communication plus fluide. Donc il y a ça, c'est le contexte. Après, j'ai des déclics j'ai une première collègue qui a démissionné sec en me disant à l'époque, je pars, je ne sais pas ce que je vais faire. Et je pense, si tu veux, que l'avoir osé faire ça, ça m'a libérée certainement, en me disant si elle le fait, je dois pouvoir être capable aussi de le faire.
Et puis j'ai eu un collègue par contre qui est parti, mais lui, burn-out. Et les deux, si tu veux, ont eu des fameux maladies, c'est-à-dire ont eu des premiers symptômes tout doux et comme ils n'ont pas écouté les premiers symptômes, eh ben, le corps a commencé à parler de plus en plus fort, de plus en plus fort. Ma première collègue, elle faisait des lumbagos à répétition, l'autre un burn-out, mais avant vraiment gros problème au niveau du deuxième cerveau, le ventre. Et puis j'ai eu aussi mes clients que j'ai vus évoluer, si tu veux, en 25 ans et des gens qui étaient à la retraite, qui se confiaient plus facilement et des gens qui m'expliquaient qu'ils avaient fait carrière, ils avaient bien gagné leur vie, ils avaient une belle maison, un beau titre, une belle plaque sur leur bureau, mais en fait, ils avaient raté leur vie. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient amers et gris. Et en fait, quand je les écoutais, je me disais, mais moi, je veux pas être comme eux. Je veux pas finir ma vie en me disant que je l'ai raté, si tu veux. Et en fait, j'ai pris conscience que bah, à un moment donné, on a aussi notre vie entre les mains. Je dis pas que c'est facile de changer. Moi, il m'a fallu 5 ans pour lâcher, hein. Donc, je vois bien ce que ça Ouais. raconte. Mais malgré tout, on n'est pas condamné à travailler comme des forcenés, à faire un travail qui nous convient pas, qui nous épanouit pas. On n'est pas obligé d'y aller le matin avec la boule au ventre ou de se dire, parce que ça a été le cas moi à la fin, mais qu'est-ce que je fais là? À un moment donné, quelque part, c'est un choix et c'est je prends mes responsabilités, soit de rester et je les assume, soit de partir. Euh, et en fait, c'est ça, si tu veux, à un moment donné qui m'a poussée au départ, c'est j'ai pris ma responsabilité. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors pourquoi du Euh, coup l'astropsychologie et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'astropsychologie? alors, j'ai été amenée, alors en fait, je vais même te dire, j'ai été ramenée. Mais en fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai été amenée vers la CNV, la communication non violente. Je l'ai découvert là encore par hasard un jour. Je suis tombée sur une conférence de Marshall Rosenberg, une conférence en américain. Je suis tombée à la fois des nues et c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Donc j'ai regardé toutes ces autres conférences, j'ai acheté tous ses livres et puis ensuite j'ai cherché un interlocuteur francophone. Et donc, je suis toujours dans cette démarche de communication non violente qui n'est pas, contrairement au titre, euh, le fait de parler ou de vivre dans un monde de bisounours, pas du tout. C'est de comprendre le mécanisme qu'il y a entre je me ferme ou je m'ouvre à travers la communication. Donc, au départ, si tu veux, j'ai commencé par ça. Et en fait, petit à petit, donc quand j'ai fait le vide en quittant ce métier d'assurance, à un moment donné, j'ai fait un ikigai. Et en fait, l'ikigai, on me disait, mais va chercher ce que tu euh, aimes faire et ce que tu es capable de faire facilement, ce que tu fais facilement. Et ne fais pas le tri entre c'est un talent ou pas un talent, c'est une aptitude, pas une aptitude, note même, voilà, note, note, note. Et à un moment donné, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est revenu à moi, c'est qu'en fait, depuis toute petite, sans connaissance théorique, je pratiquais déjà l'astrologie. J'avais déjà compris que dans les archétypes, il y avait une façon d'identifier les personnes qu'on côtoie et de se dire, OK, donc cette personne-là, elle fonctionne comme ça. Soit la communication va être simple parce qu'on a un même terrain, soit au contraire, on a des terrains différents. Et qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite rentrer en communication avec la personne et il faut que je trouve une forme de consensus pour aller sur son terrain? Ou au contraire, là, je sais d'emblée que inévitablement, ça va finir au conflit. Donc, restons polis, aimables, mais on va limiter l'interaction à ça. Donc, en fait, quand c'est revenu à moi, l'astrologie, il y avait comme une forme d'évidence que ça faisait 40 ans que je la pratiquais, mais en expérimentation.
Sauf que là, si tu veux, j'ai voulu vraiment l'aborder sous son côté psychologique. C'est pour ça que j'ai choisi cette discipline. Moi, je suis pas intéressée. En plus, j'y crois pas à tout ce qui est prévision, prédiction, voyance. Voilà. Pour moi, je mets de côté. Je ne veux pas polémiquer, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, comprendre l'autre, alors se comprendre soi-même, comprendre l'autre et permettre d'accompagner les personnes à mieux se connaître, là, je me suis sentie bien et je me suis dit, là, je vais être utile parce qu'en plus, j'ai une expérience derrière. Donc, c'est ça, si tu veux, qui m'a D'accord. amené à, à me reconnecter à quelque chose qui était déjà présent, mais qui n'était pas un métier. Et en Quels fait, sont j'ai les grands commencé par principes? moi au départ. C'est Ouais. comme dans tous les métiers, si tu veux, tu testes sur toi, tu vois ce que ça raconte. Et sauf que tu fonctionnes dans le sens, c'est-à-dire que tu prends ta vie et tu essayes de voir où elle est matérialisée. Alors que quand tu as affaire à quelqu'un que tu connais pas du tout, tu vas fonctionner en travaillant à l'aveugle. C'est-à-dire, il ne te dit rien et toi, tu vas lui amener, non pas l'information toute crue, parce que ça sert à rien, mais tu vas l'amener à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont déjà présentes et si tu veux, moi je pars du principe que euh, si je prends une image, tu peux pas être acteur et spectateur de ta vie. Un peu comme, donc je voulais prendre l'image du cinéma. L'acteur, il est là, il joue son rôle, il a son texte à dire, et voilà, c'est ça son rôle. Et puis tu as le réalisateur, c'est celui qui filme, donc il va filmer l'acteur qui fait donc cet acte-là. Bah, dans notre vie, c'est pareil. On a difficilement accès à tous ces automatismes qui sont les nôtres parce que tu peux pas faire et t'observer en même temps. Et en fait, l'astropsychologie, elle sert à ça. C'est simplement à mettre un focus sur ce que tu fais, mais tu le fais tellement par habitude, tu le fais tellement facilement que tu le vois pas. Donc, on met juste un éclairage, en fait, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. Et Bah, c'est un après, éclairage on qui est met en très lumière concrètement, des axes de explique-nous comment compréhension. tu fais. C'est-à-dire, euh, comment tu t'observes. Tu observes d'abord quelque chose qui est défini à ta naissance et qui évolue dans le temps. Quels sont les grands principes concrètement? Alors, défini à la naissance, euh, le mot me gêne, donc je vais le corriger si tu veux bien. En Mm. fait, le principe de l'astrologie, c'est de considérer qu'il y a une influence, mais pas de détermination, justement. C'est-à-dire si tu prends le thème natal, c'est une photographie à un instant T au moment de ta naissance. C'est tout à la fois ce que tu es de façon innée, tout ce qui te sera proposé comme des facilités ou des choses facilitantes, je vais plutôt le dire comme ça, mais également des choses qui vont avoir besoin d'être conscientisées, modulées, transformées. euh, J'ai presque envie de te dire pour devenir non pas quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de toi-même. Donc après, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'encore une fois, le libre arbitre de chacun fait que c'est pas parce qu'on te propose quelque chose que tu vas aller dans cette direction-là. Mais on pourrait dire ça serait la meilleure façon d'y arriver. Voilà. D'accord. Mais la première chose par laquelle je commence, si tu veux, c'est effectivement d'aller regarder ce qui n'a pas été encore modelé ou conditionné par la famille ou par la société, c'est-à-dire les ressources innées. C'est comment on arrive à la naissance. Et tous les parents qui ont plusieurs enfants vont pouvoir le confirmer qu'avec la même éducation, dans le même contexte, les enfants ont des caractères et des tempéraments différents. C'est parce qu'effectivement, à la naissance, on a je vais les résumer en traits de caractère, qui nous sont propres, alors qui vont être activés, suractivés ou un peu éteints, mais toujours est-il qu'ils sont là. Et puis après, je vais travailler sur la notion d'axe pour comprendre la mécanique qui se joue sur deux aspects qui peuvent sembler
complètement contradictoires et pour autant qui sont liés, qui sont deux faces d'une même pièce, et comprendre que si on tire d'un côté, on va ramener l'autre, ou au contraire, si je tire à l'excès d'un côté, eh ben, je vais jouer sur l'autre aspect complémentaire. Oui, c'est Et un des ça, si tu principes veux, de c'est dans une mécanique de l'astropsychologie. prise de conscience. Ouais, on retrouve l'équilibrage yin-yang dans l'astropsychologie. Oui. Euh, et tu parles d'extrêmes et de rééquilibrage entre ces extrêmes naturels. Quels sont les axes où, donne-nous des exemples de ce qui peut être justement visible dans une personnalité ou dans une vie à travers l'astropsychologie, qui fait que bah, il y a des choses qui s'équilibrent et qui sont liées les unes aux autres. Ah bah, si tu veux, avant de rentrer, alors moi, c'est ma façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans vraiment des choses très, très précises, je vais toujours commencer par regarder les choses au large. Et regarder les choses au large, c'est euh, regarder si la personne est plus ou moins, alors au départ, hein, plus ou moins, je vais dire c'est sur le papier, est-ce que la personne, elle est plus ou moins euh, dans le moi égoïste, égocentrique, ou elle est plutôt positionnée sur des notions de partage, d'harmonie avec les autres. Et ce qui va permettre de justement d'évoquer cet axe moi, les autres, et comprendre que j'agis en fonction des autres, que les autres me renvoient des choses qui me concernent, mais que bah, où moi je vais positionner mon curseur entre un excès de moi, donc on va être limite dans le narcissisme, ou un excès euh, avec les autres, où on va être très probablement sur une forme de dépendance. Tu as aussi l'axe introspection ou introversion, c'est le fait de se tourner vers soi pour trouver les réponses, ou quelqu'un qui va être plutôt dans l'extraversion. Donc certes, quelqu'un qui va être ouvert sur l'extérieur, mais ça peut aussi donner des personnes qui euh, ont besoin des autres pour prendre des décisions ou avancer dans la vie. Et puis après, tu as l'axe yin-yang, où au départ, on va regarder et on va expliquer effectivement à la personne ce qu'est une énergie, indépendamment de son genre biologique. Est-ce que c'est une personne qui est en équilibre au niveau de l'énergie masculine, yang, ou de l'énergie féminine, yin? Donc on peut être au départ sur le papier, encore une fois, parfaitement équilibré, mais dans les faits, il y a des énergies qui vont être beaucoup plus fortes que d'autres, qui vont faire que bah, dans la réalité, on va utiliser par habitude une énergie, parce qu'on a fait un peu copain-copain avec, et au détriment d'une autre énergie. Et encore une fois, l'idée, c'est de prendre conscience que ces choses-là, elles ont besoin de s'équilibrer. Euh, et c'est surtout, encore une fois, de comprendre que si on pousse les choses à l'extrême, on tombe dans un excès de... Et c'est surtout ça qui est pas bon, c'est d'être dans l'excès. On peut être un peu déséquilibré, c'est pas bien méchant, mais être dans l'excès de yang ou de l'excès de yin, c'est aussi euh, ennuyant que d'être narcissique ou dépendant. Tu vois. Donc, ces deux caractéristiques qui s'équilibrent, quelles qu'elles soient, elles sont les deux faces d'une même pièce, hein, c'est ce Oui, que tu dis aussi. bien Et sûr. elles sont soit déséquilibrées, soit en équilibrage. Alors, est-ce que dès la naissance, quand on fait un thème astral, on voit déjà des sortes de déséquilibres de base qui sont amenés avec le temps à se rééquilibrer? Est-ce que ce que tu vois, c'est que en fait, les gens sont poussés au rééquilibrage à travers leurs expériences de vie pour prendre conscience de ces déséquilibres et de les rééquilibrer dans le temps? Je reste convaincue, mais ça c'est très personnel ce que je vais dire. Je reste convaincue que pour prendre conscience de quelque chose,
il est extrêmement difficile de faire ce pas seul. C'est soit parce que quelqu'un est venu te dire que tu étais ceci, cela, que tu vas prendre conscience, soit parce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un, quel que soit hein, l'accompagnant, ça peut être un psychothérapeute ou autre, mais cette prise de conscience, je pense que de nous-mêmes, euh, c'est extrêmement compliqué parce que justement, tu as ce phénomène d'habitude. Et l'habitude ne te permet pas de t'apercevoir que tu es dans cette habitude. C'est une forme de, euh, j'aime pas trop le mot zone de confort parce qu'elle n'est pas toujours confortable, mais c'est vraiment être dans une forme de zone connue. Je Forme de connais déni. ça, Forme de déni. je le maîtrise, donc je continue à faire toujours de la même façon. Alors, il peut malgré tout y avoir des moments dans la vie où tu vas avoir euh, un événement, une situation ou un conflit ou une relation, une rupture, quelque chose comme ça, qui va faire que tu vas prendre conscience. Ou tu vas prendre conscience parce que tu as déjà rencontré ça de façon répétitive. Et là, tu dis, non, mais attends, ça fait deux fois, 5 fois, 10 fois que je vis la même expérience. Là, j'ai quelque chose à comprendre. Donc, tu vas te mettre volontairement dans cette posture de prendre conscience, de comprendre, de conscientiser. Mais souvent, ce que j'observe, c'est que tant que les personnes ne sont pas dans une situation de blocage ou de désespoir, enfin, quelque chose qui n'est pas agréable, si tu veux, il n'y a pas forcément de prise de conscience, il n'y a pas forcément de volonté de prendre conscience. Euh, la- Ça va venir parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait de la peine ou qui est souffrant, ou voilà. Et là, tu vas essayer, en comprenant pourquoi ça bloque et pourquoi tu souffres, tu vas commencer à mettre le doigt sur quelque chose, à, j'ai envie de dire à switcher, enfin à modifier si tu veux. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est souvent par ce biais-là que les gens viennent vers nous, c'est-à-dire viennent vers nous, pas quand ils vont bien, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas pas voir ton médecin en disant, ah, je viens vous voir pour savoir comment vous allez, monsieur le médecin. Non, donc si tu veux, nous, c'est pareil, on vient nous voir parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, et Dans ton cas personnel, tu me disais que dans la préparation de la conversation, que tu avais été très yang pendant une période, donc là où tu étais dans la sécurité, recherche de sécurité. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans quelque chose de plus équilibré, plus harmonieux? Eh ben justement, c'est de comprendre euh, la nécessité de mettre du yin dans le yang, d'adoucir un peu les choses. Si tu veux, moi, sur le papier, j'ai vraiment un thème très équilibré, yin-yang. Si D'accord. tu regardes uniquement voilà, de loin, normalement, c'est équilibré Ça veut dire la naissance. à la naissance. Après, quand tu regardes dans le détail, euh, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais j'ai des archétypes qui sont très forts. Et notamment, j'ai Mars, je pense que tout le monde connaît cette planète-là. J'ai un Mars dans un signe yang. Donc, c'est du yang dans le yang, si tu veux. C'est du feu dans le feu. Donc ça veut dire que même si au départ j'ai quelque chose d'équilibré, j'ai des énergies très fortes euh, et, et assez rapidement, si tu veux, je vais les utiliser, elles vont m'apporter un bénéfice. C'est pour ça que je continue à les utiliser. Ce qui va faire le changement, c'est cette notion de blessure. C'est à un moment donné comprendre que cette blessure que je porte, c'est pas en mettant un rempart devant que ça va se régler. C'est au contraire, c'est enlève toutes tes protections, enlève toutes tes armures, viens en discuter avec elle et viens voir ce qu'elle a à te raconter. Et le fait de soigner cette blessure, de refermer cette faille, ça m'appartient. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Et en fait, pour la soigner, cette blessure,
eh bien, il va falloir que si j'enlève mon armure, c'est bien que je vais aller chercher mon énergie yin. Je vais d'abord la prendre avec douceur, cette blessure, et puis je vais écouter effectivement ce qu'elle a à me raconter, et puis je vais, eh ben, je vais être dans la prise de conscience de ce qui s'est joué et dans ce que, non pas je dois protéger vis-à-vis de l'extérieur, mais ce que je dois protéger et faire ressortir à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a fait changer. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'être dans ce yang de défense, ce yang agressif, de lutte, de combat, de contrôle, de maîtrise, ou de résistance, mais de mettre de la douceur, de la souplesse et puis de la sagesse, en fait. Moi, dans mon thème personnel, en fait, c'est ça l'invitation. C'est va te connecter à quelque chose de plus sage, de plus mature que moi je. Parce que l'énergie yang, c'est ça, hein, c'est une énergie très, très égocentrique aussi. C'est-à-dire qu'on vient défendre euh, ce qui nous appartient, où on va défendre notre honneur, où on va défendre donc nos privilèges, nos ambitions, notre carrière, mais on va surtout se défendre soi-même. Alors que l'énergie yin, c'est beaucoup plus de je mets de la douceur, je mets de la souplesse et je mets de la sagesse. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas. Enfin, que je refuse la confrontation, mais cette confrontation, je ne vais pas aller la chercher pour gagner quelque chose, mais je vais avoir une confrontation pour essayer de comprendre. Donc, en fait, c'est dans une forme de sagesse et de souplesse, si tu veux, cette confrontation, même avec les autres. Mais quel a été le réel déclencheur de toi, ta prise de conscience? Parce qu'on dit, on l'a dit tout à l'heure, parfois, c'est la souffrance qui amène à la prise de conscience, les situations inconfortables. C'est pas parce qu'on a conscience non plus des choses que les choses changent. Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché et qu'ensuite ça a pu changer pour toi? Alors, je pense malgré tout que la prise de conscience, c'est 50% du job. Mhm. Si tu prends pas conscience, tu peux pas Bien transformer. sûr, c'est une nécessité. Euh, donc, il y a la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui pèse, que la façon, le modèle, la façon de protéger cette blessure fait qu'elle est toujours là et puis qu'effectivement, c'est un poids et qu'il va falloir s'en libérer. Euh, et comment je fais? Bah, parce qu'en fait, moi, je l'ai trouvé dans mon thème et je sais ce que raconte cette blessure. Et si tu veux, je vais chercher le pendant. La blessure d'abandon, c'est ne t'abandonne pas toi-même. Plutôt D'accord. qu'attendre à ce que l'autre euh, reste avec toi. Donc plutôt que de focaliser sur ce que l'autre va t'apporter, c'est apporte-toi toi-même ce dont tu as besoin pour ne pas dépendre de l'autre. Parce que derrière la blessure d'abandon, il y a aussi une forme cachée de dépendance, hein. Euh, et en fait, c'est ça, c'est en fait à partir du moment où tu prends conscience que, et tu sais que derrière, euh, les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, il y a Oui. le pendant. En fait, tu prends conscience que la blessure, il faut aller l'écouter, il faut la prendre avec douceur, et puis qu'il y a son pendant et qu'il faut aller, euh, j'aime pas le mot travailler, mais il faut aller, oui, mettre de la lumière sur le contraire de l'abandon. Et c'est s'apporter des choses à soi-même. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai transformé une blessure. Alors elle est peut-être là encore un peu, hein, je sais pas, mais globalement, si tu veux, le travail, il était là. C'est de Le travail. donne-toi à toi-même ce que tu aurais souhaité que l'autre, alors en l'occurrence mon père, me donne à moi-même. C'est ça Oui, le job, oui. hein. Ce que tu dis, c'est que
derrière une blessure ou une difficulté, il y a un pendant qu'il faut découvrir, dont il faut prendre conscience. Et l'astropsychologie met en lumière ça de manière en observateur. C'est ça qui a dû te permettre toi aussi de comprendre le sujet. C'est de de t'extraire de cette situation d'acteur pour venir en observateur grâce à l'astropsychologie et de voir que tu avais d'autres ressources C'est aussi, ça. la sagesse, et que tu pouvais utiliser d'autres ressources parce que tu les voyais de l'extérieur et qui t'ont permis d'avancer sur ta blessure et la guérir en allant comprendre le pendant, parce qu'il y a aussi le concept qui se rapproche fortement des concepts yin-yang, et qui a toujours, c'est un équilibrage permanent. Quand on est dans l'abandon ou la blessure d'abandon, on va soit chercher euh, forme de dépendance pour se rééquilibrer, soit une forme d'autonomie très importante, voire extrême. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs entre la liberté, l'autonomie, les libertés, la sécurité. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on reprenne ça, ce que tu disais là-dessus, c'était intéressant, sur l'équilibrage entre la liberté et l'autonomie, et Et la le sécurité. besoin de sécurité, pardon. Mm. Bah, on le voit. Alors, euh, surtout, enfin surtout, je ne sais pas si je peux dire surtout, enfin, on le voit depuis 2020, si tu veux, entre autres, je vais le dire comme ça, entre autres. Oui, Hein. Euh, il y a vraiment ce focus sur ces deux choses qui peuvent paraître. Donc, on est vraiment dans l'axe hein, sécurité-liberté. Et c'est prendre conscience que si je veux plus de sécurité, je vais devoir lâcher une forme de liberté. Et à l'inverse, plus je vais vouloir être libre, plus je vais lâcher une forme de sécurité. Et comprendre que ces deux choses, elles sont sur le même axe et on ne peut pas les dissocier. Et c'est juste, voilà, se dire, moi, où je positionne mon curseur. Est-ce que je le positionne au milieu, c'est-à-dire que je veux autant de sécurité que de liberté, ou j'ai une nature, un tempérament, où je vais être plutôt quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Donc la liberté va être primordiale. Lâcher un peu de sécurité, c'est pas bien grave. Ou au contraire, je vais avoir vraiment besoin de me sécuriser au maximum, quitte à perdre un peu de mes libertés. Euh, Après, tu as des archétypes qui sont très dans la sécurité et d'autres qui sont très dans la liberté. Tu as des gens qui aiment voyager, qui aiment partir léger. C'est je pars en vacances avec mon sac à dos, je sais pas où je vais dormir, je sais pas où je vais manger, je sais même pas si je vais manger, mais je suis libre comme l'air et c'est ça qui crée un épanouissement. Donc effectivement, comme je vais chercher ma liberté, toutes ces notions de sécurité, je vais même rajouter confort, c'est pas grave. Et puis tu vas avoir l'autre exemple de je pars en vacances, tout est organisé, tout est planifié, je sais à quelle heure je pars, je sais dans quel hôtel je dors, je sais ce que je vais faire, etc. Toi, tout ça, c'est programmé, planifié de façon méthodique. Et puis, je vais chercher à ce que tout mon parcours dans mon exemple de vacances soit sécurisé. Et donc, je vais enlever toute notion d'imprévu ou de notion de je suis libre de changer d'avis, que ça soit en termes de moyens de transport, de destination, de avec qui, de quand, de comment. Enfin, tu vois, c'est voilà. Et dans notre existence, tu as, alors, en astropsychologie, on a 6 axes comme ça de choses qui sont opposés, contradictoires et pourtant complètement reliés. Et l'idée, c'est de comprendre la relation qu'il y a l'un avec l'autre et puis de se dire, moi, à titre personnel, où je pose mon curseur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi, où tu mets ton curseur dans l'axe sécurité-liberté, où tu mets ton curseur dans l'axe
protection, émancipation. Euh, et effectivement, c'est pour ça que si tu veux, tu as des choses qui, au départ, sont proposées. Mais il y a aussi une continuité. Ce qu'on est petit, globalement, et c'est aussi le rôle des parents, c'est de nous assurer la sécurité émotionnelle effective et affective, pardon. Quand tu es adulte, normalement, tu es autonome de ces choses-là. Mais ça, parce que tu as reçu cette sécurité affective et émotionnelle, tu vas pouvoir être libre. Si tu as vécu dans une famille dysfonctionnelle, pour pas dire pire, euh, ces Oui. notions de liberté vont être un peu compliquées. Oui, on parle beaucoup de problématiques d'attachement aujourd'hui, hein, bon, Mhm. beaucoup de sujets là-dessus, c'est l'attachement insécure, du fait d'expériences dans l'enfance douloureuses comme la tienne, où tu as vécu cette blessure d'abandon du fait du départ de ton père. Ça crée une insécurité affective qui se répercute dans la vie de tous les jours, au fil du temps, et il y a des rééquilibrages qui se mettent en place, justement en lien avec la sécurité et la liberté, souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vois sur ces axes dans l'astropsychologie? Quelles sont les lignes de rééquilibrage et comment les choses évoluent pour améliorer cette insécurité affective qu'on voit de plus en plus émerger, parce qu'on en parle beaucoup aussi, mais aussi parce que ça altère les relations avec les autres, à la fois dans le couple et dans notre société. Quels sont les axes de progression et d'évolution autour de ces sujets? Il y en a plusieurs. Le point que tu viens d'évoquer, c'est... alors, tu as plusieurs choses. Tu as la blessure, comme mon exemple. En soi, c'est pas très souffrant, si tu veux. Parce qu'on en a plus ou moins conscience, il faut dire les choses. Il faut un élément déclencheur pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie, faudrait que ça change. Une blessure, c'est pas très souffrant. Ce qui va être plus délicat, c'est les cas de complexes, qui sont souvent aussi inconscients, hein. Alors, je vais même parler jusqu'au terrain des personnalités elles-mêmes dysfonctionnelles, mais malheureusement on en voit, mais déjà un complexe un peu plus difficile à vivre, c'est plus souffrant pour la personne et c'est surtout beaucoup plus souffrant pour l'entourage de cette personne euh, qui porte en elle un complexe. Et souvent, ces complexes, ils sont liés à ce rapport entre moi, enfin, le moi-je, ce moi égoïste, égotique, égocentrique, et le rapport à l'autre, la relation à l'autre, avec soit d'un côté une forme de complexe narcissique, où c'est moi, et finalement les autres, je m'en fiche, euh, ou une forme, alors tu as utilisé le mot, l'attachement à l'autre. Et cet attachement, il a différentes formes. Tu peux être attaché au regard de l'autre. Euh, alors après, il y a des processus aussi qui sont assez logiques dans notre construction. C'est normal qu'à un moment donné, en tant qu'enfant, adolescent, on cherche à ressembler à l'autre pour faire partie du groupe avant d'essayer de se distinguer l'autre pour s'individualiser. Euh, mais déjà comprendre que euh, l'image de soi et surtout le regard des autres sur soi-même, c'est déjà une forme d'attachement. C'est-à-dire que je suis plus connectée à ce que les autres voient de moi, pense de moi, raconte éventuellement de moi dans mon dos, que ce que moi, je pense, enfin, toutes ces notions, si tu veux, de confiance et d'estime de soi, et donc ça porte bien son nom, ça part de soi. Et puis, tu as des notions d'attachement euh, dans le vrai sens du terme attaché, c'est-à-dire limite, je suis emprisonnée
parce que j'ai besoin de l'autre, sans l'autre je ne suis rien, sans l'autre je n'existe pas, sans l'autre j'ai pas de valeur. Et on les voit notamment dans des situations de divorce où tu as l'un ou l'autre, et ou l'autre, j'ai même envie de dire, qui te disent, mais sans l'autre je suis plus rien. Ben, si tu es quelqu'un, c'est juste qu'effectivement tu t'es presque phagocyté dans l'autre, tu t'es oublié avec l'autre, tu t'es mis de côté dans la relation. Et cette notion de différence entre la relation et l'attachement, alors là, sur le sujet, la prise de conscience, elle n'est pas toujours évidente. Parce que quelqu'un va te dire, bah oui, mais je suis avec l'autre. Bah oui, parce que je suis pas égoïste. Oui, ok, mais encore une fois, on n'est pas forcément dans des extrêmes. C'est pas parce que tu es seul que tu es égoïste, et c'est pas parce qu'avec quelqu'un que tu es dans une relation harmonieuse, dans une relation euh, équilibrée de partage. Euh, Quelle est cette relation? Quelle est la qualité de cette relation? Et si c'est une relation de dépendance, d'attachement, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une relation financière, de privilèges, de réputation, ou de quand dira-t-on aussi. Tu as beaucoup de couples aujourd'hui, ils restent ensemble, c'est juste pour le quand dira-t-on. Et si tu veux, à un moment donné, quand bien même la prise de conscience, elle est là, euh, il faut que ça soit aussi le bon moment et c'est pas toujours le bon moment. Donc le bon moment, ça sera plus tard. Mais voilà. Et cette mécanique, si tu veux, on peut l'avoir à travers les blessures, les complexes, mais ça peut être aussi un parcours de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir aussi un modèle. Euh, c'est moins le cas actuellement, mais si on se plonge 60 ans en arrière, où tu avais la femme au foyer qui dépendait de son mari, bah, les enfants qui ont ce modèle-là de la femme dépendante de son mari, ça peut être aussi quelque chose qui est reproduit comme modèle. Donc, on va aller chercher, si je suis une femme, je vais aller chercher un mari qui va euh, prendre soin de moi, qui va apporter l'argent dans le couple, ou la réputation, ou la sécurité, la protection, peu importe. Mais c'est parce que j'ai eu ce modèle-là au départ. Et plus ou moins consciemment, je vais reproduire la même chose. Ou alors, ça peut être, j'ai créé moi-même ça parce qu'à un moment donné, j'ai pas travaillé la confiance et l'estime de moi. Donc, en fait, j'ai été chercher ça en pensant que c'est l'autre qui allait me l'apporter, c'est l'autre qui allait me renvoyer ce dont j'ai besoin. Ça, c'est des choses qui mettent souvent du temps à mettre de la lumière dessus et puis à être transformé. Mais c'est OK. Il faut être doux avec soi-même, hein, toujours. Et est-ce que tu as pu voir dans les thèmes que tu as pu analyser les différences entre le thème de naissance et le thème du moment, l'évolution, et vers quoi les évolutions ont tendance à aller? Et au fil parce que certainement tu as dû voir des gens de tout âge, donc quelles sont les grandes tendances d'évolution naturelle des personnes à travers leur thème, que tu as pu observer à travers leur thème? Il n'y a pas de tendance, je te dirais. D'accord? Euh, et puis moi, je ne vais pas forcément chercher les tendances, c'est-à-dire que je prends chaque personne comme un individu unique. Euh, Comme je te disais tout à l'heure, souvent, c'est plus de 90% des cas, les gens viennent vers nous, vers moi, parce qu'à un moment donné, il y a un questionnement, un blocage, une difficulté. Euh, et moi, je me positionne toujours en expliquant que je ne vais pas apporter la solution. Par contre, je vais leur apporter matière à ce qu'ils trouvent eux-mêmes la façon de s'en sortir. Euh, donc après, il y a des choses. Le dernier thème que j'ai étudié, c'est une femme de 63 ans. Si tu veux, quand je regarde son thème
que je sais donc dorénavant d'elle, j'ai l'impression que c'est la photocopie. C'est presque hallucinant si tu veux. Tu te dis waouh, c'est exactement la même chose. Et puis en étudiant la 2024 et 2025, avait un questionnement. Alors elle, on est dans une phase de retraite. Est-ce que je prends ma retraite maintenant ou plus tard? Je sais pas. Euh, Forcément, il y a des peurs qui arrivent. Si j'arrête mon activité, est-ce que je vais toujours gagner autant d'argent? Enfin, comment ça va se passer? Il y a des questionnements sur l'argent. Il y a des questionnements sur qu'est-ce que je deviens? Parce que la retraite, ça fait partie de cette phase. Euh, Ce passage, cette transition entre la vie active et la vie retirée d'activité, de la même façon qu'on a des phases de transition avec ce qu'on appelle des crises, nous, donc la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, et puis tu as la crise de la retraite. Donc en fait, c'est un accompagnement déjà en posant simplement les choses, en expliquant, voilà, là, vous êtes dans une phase de transition où il y a quelque chose, à un moment donné, que vous allez lâcher, c'est cette activité professionnelle, pour pouvoir ouvrir un autre champ de votre vie qui est la vie dite retraitée. Euh, et donc, si tu veux, je vais aller regarder ce qui va lui permettre d'oser ou continuer à s'interroger pour répondre à sa question. Euh, Regardez, là, pour le cas présent, regardez des notions d'énergie et d'équilibre. Je vais vraiment me focaliser sur le champ d'expérience, là, en l'occurrence, ce qu'on appelle le quotidien, la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en un défi, un enjeu, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle est au départ qui va lui permettre facilement, elle, de finaliser cette transition entre cette vie active et cette vie retraitée. Mais le, dès que tu regardes à une date différente, forcément, tu vas trouver des choses différentes. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce que tu vas chercher, quelle réponse tu vas apporter, ou quels outils tu vas mettre en avant pour aider la personne à, j'ai presque envie de dire, à trouver la paix. Parce que quand on vient nous voir, on n'est pas bien. Donc, l'idée, c'est comment je fais pour trouver la paix ou reprendre confiance, reprendre l'espoir dans la suite. Mais moi, je me focalise, si tu veux, surtout sur la question qui m'est posée. C'est-à-dire que je vais regarder le thème natal parce que ça me raconte quelque chose sur la personne, mais après, je vais me focaliser sur le champ d'expérience qui a été évoqué. Est-ce qu'on vient me voir parce qu'on est dans une situation de divorce, donc je vais me focaliser sur l'union ou les relations interpersonnelles. Si quelqu'un vient me voir pour une reconversion professionnelle, je vais aller me centrer sur justement tous les talents euh, et les énergies qui sont favorables dans un champ d'expérience professionnelle. Et puis bah là, dans le cas de figure, si c'est une personne qui est dans une phase de retraite, eh ben, je vais aller regarder effectivement le quotidien. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être facile ou au contraire, est-ce qu'il y a des énergies de défi? Voilà. Mais après, moi, si tu veux, je donne des éléments, mais c'est la personne qui va connecter. Parce que c'est à elle de se dire, ah oui, ben maintenant je sais ce que je vais faire. Il m'appartient pas de téléguider la personne, et d'ailleurs c'est extrêmement dangereux de téléguider la personne en lui disant l'année prochaine il va vous arriver ça, ou l'année prochaine ceci, ou l'année prochaine cela. Euh, c'est même pas notre rôle, si tu veux. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi je mets beaucoup de freins à tout ce qui est prévision et prédiction, parce qu'on est plus dans le conditionnement qu'autre chose. Et moi, je ne cherche pas à conditionner les gens, j'essaye de leur expliquer qu'ils possèdent en eux
tout ce dont ils ont besoin. Encore faut-il qu'ils en aient conscience. D'accord, donc ça passe par une prise de conscience. Quand ils rencontrent une problématique, faut qu'ils fassent la prise de conscience des conditions de leur problématique pour qu'ils puissent éventuellement bouger vers quelque chose qui leur va mieux. Et là, toi, tu les aides dans cet éclairage en fait un peu extérieur des ressources qu'ils ont à leur disposition. Et, est-ce que ça passe nécessairement par un équilibrage? On en a parlé de yin-yang. Enfin, c'est plus ce sujet qui me mobilise particulièrement, tu sais. Est-ce que ça passe par un équilibrage des axes, des polarités opposées mais complémentaires et totalement liées, ou des fois ça peut passer par des déséquilibrages sur d'autres sujets, mais qui correspondent à un équilibrage général? L'énergie, contrairement au genre, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on porte en nous au départ. Les deux, d'ailleurs, une femme a une énergie yin et une énergie yang, un homme une énergie yin et une énergie yang. Les équilibrer parfaitement, je ne crois pas. En revanche, comme dans le graphique, remettre ou mettre, déjà, mettre du noir dans le blanc et mettre du blanc dans le noir, ça me semble nécessaire. Justement pour éviter l'excès. Pour moi, la problématique, elle est là. C'est pas tant de fait d'être équilibré, c'est-à-dire 50-50. Euh, L'équilibre, c'est déjà comprendre que si je suis dans l'excès, je suis en déséquilibre et la problématique, elle est là. Donc, comment je fais pour au moins ne pas être dans un trop de quelque chose et comprendre justement cette mécanique qui se joue. Donc, après, nous, en astropsychologie, comme je t'expliquais, c'est surtout basé sur les travaux et les concepts de Jung. On a peut-être malgré tout des notions qui sont différentes d'autres professionnels ou d'un pur psychologue, psychiatre. Mais souvent, finalement, ça passe plus par l'explication, parce que ça peut être des notions, si tu veux, pour nous, qui sont évidentes. Tu as plein de personnes qui savent pas ce que c'est qu'une énergie yin, une énergie yang. Ou si tu leur parles d'énergie féminine, ils vont dire, ah bah oui, c'est la superficialité ou le côté mère-poule. Enfin, si tu veux, ils vont vraiment tout ramener au côté féminin dans le stéréotype ou dans l'archétype. Alors qu'une énergie, c'est vraiment quelque chose, c'est un courant en quelque sorte qui nous traverse ou un moteur qu'on va utiliser dans certains événements de notre vie. Et puis, bah, certains vont être plus donc dans l'énergie yang. Donc dans l'explication, pour moi, l'énergie, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'explique. L'énergie yang, c'est une énergie agressive et plutôt mentale, c'est j'utilise ma force contre la force extérieure, soit un événement, une situation, soit la force de quelqu'un. Et je vais lutter, combattre, essayer de dominer, contrôler, euh, mais dans un but très égoïste et orgueilleux pour défendre quelque chose et surtout obtenir une forme de victoire. Et donc, il faut bien comprendre que cette énergie yang, c'est vraiment, euh, je vais chercher euh, à contrôler, à lutter, à résister ou à servir. Pour moi, très individuel. Alors que l'énergie yin, c'est des concepts plus de réceptivité, Si tu veux, moi j'ai toujours avec l'énergie yin l'image du roseau, c'est-à-dire qu'il y a une tempête, soit je suis une branche de chêne et je casse, parce que j'étais tellement rigide et le vent est plus fort que moi, donc je casse. Donc
je suis comme ça, énergie yang. Si je suis un roseau ou un bambou, eh ben, en fait, je vais tellement m'adapter au vent qu'en fait, je ne casse pas. Et pour moi, c'est ça l'énergie yin, c'est être capable de s'adapter, de faire preuve de souplesse, également faire preuve d'ouverture, mais attention à pas tomber. Là encore une fois, on parlait des deux faces d'une même pièce tout à l'heure. Attention à pas tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. Et l'idée, c'est d'aller mettre, selon moi, c'est d'aller mettre de la souplesse et de la sagesse dans ce côté agressif, euh, mais qui va nous donner aussi des belles énergies de volonté, d'oser, de témérité, de persévérance. Et puis dans ce yin qui peut donner aussi dans l'excès quelqu'un d'influençable, de malléable, peut-être même de soumis, d'aller mettre un peu justement de volonté, de témérité, de poser des limites, de poser un cadre, et puis d'accepter la confrontation avec ce qui vient, d'accepter la confrontation même avec l'autre. Euh, mais dans la sagesse, pas dans je combats pour combattre. Et c'est ça, en fait, si tu veux. Et quelquefois, c'est simplement par l'utilisation des mots que les personnes vont mieux comprendre cette notion d'énergie, sans ni minimiser l'importance de cette énergie qui est à notre disposition, sans non plus porter un jugement sur ces notions-là. Encore une fois, on fait euh, ce qu'on peut, ce qui nous semble juste et avec la connaissance et la prise de conscience qu'est la nôtre à un moment donné. C'est pour ça que moi, je me considère plus comme une accompagnante, c'est-à-dire, voilà, je donne les informations pour que la personne puisse évoluer quand c'est juste pour elle, quand c'est bien pour elle. Voilà, c'est tout. D'accord. Euh, Bah, c'est une belle conclusion globalement sur le principe d'équilibre yin et yang. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose de plus qui pourrait aider d'autres femmes et d'autres hommes sur cet équilibrage vu de la fenêtre de l'astro-psychologue? Si tu veux, moi, l'exemple que je donne souvent alors ça va être forcément très limité, mais en fait, ça marche tout le temps. Faire comprendre cette notion de yin et de yang, c'est est-ce que vous voulez avoir raison, est-ce que vous voulez avoir la paix? Mhm. Et quelque part, si tu veux, tu peux le mettre n'importe où dans ta vie. Est-ce que tu vas... alors, le meilleur exemple pour l'anecdote, c'est, je crois qu'on l'a tous connu, t'as un repas de famille et puis t'en as un qui commence à tenser la conversation sur la politique. Alors, il y en a un d'un parti, l'autre de l'autre. Et puis, tu vois bien le truc qui vient, c'est-à-dire chacun va rester arc-bouté sur ses convictions d'un parti ou d'un côté ou de l'autre. Et en fait, il n'y a jamais euh, de compromis parce que chacun, encore une fois, va rester sur ses positions. Et c'est exactement ça. Est-ce que tu veux lutter euh, à la fois en disant que c'est toi qui as raison et l'autre qui est un abruti, ou est-ce qu'à un moment donné, tu prends un peu de recul et puis tu te dis, mais si je rentre dans cette conversation, est-ce que d'abord ça va aider et est-ce que je vais changer quoi que ce soit au fait que Pierre adhère à tel parti et que Paul adhère à l'autre parti? Non, et à un moment donné, la sagesse nous invite à justement simplement ne pas agir, ne pas réagir, ne pas surréagir à quelque chose. Parce que là, dans l'exemple, mais tu peux prendre dans plein d'autres endroits, avoir raison, c'est juste ton petit orgueil qui parle, mais ça changera rien dans la vie de tous les jours. Et cette phrase-là, si tu veux, pour moi, elle est importante. Quelquefois, quand je serais tentée d'être poussée par mon énergie yang, je me prends toujours euh, un temps en me disant qu'est-ce qui est important là dans cette situation? D'avoir raison, d'être en paix.
Mhm. Et quelquefois, bon, je laisse les choses et en fait, je me rends compte que j'ai pas dépensé d'énergie inutilement et que ça ne m'empêche pas pour autant de continuer à penser ce que je pense. Mais voilà, je me suis pas épuisée, j'ai pas épuisé mon énergie. Donc, je suis bien dans cet équilibre puisque j'ai trouvé la paix, la sérénité. D'accord. Donc, ton Voilà. grand conseil, c'est mettre du yin dans le yang. Ouais. Et mettre du yang dans les Mettre du yang deux, dans le, dans l'autre sens aussi. dans le sens aussi. Parce que trop de yin, donc un excès de yin, ça va donner des gens qui sont extrêmement, comme je te disais, adaptables, influençables, malléables. Mhm. Et on voit, pour faire un lien rapide avec, on parlait tout à l'heure, sécurité, liberté, tu vois bien comment ça se joue. C'est-à-dire quelqu'un qui est influençable et qu'on va mettre dans une position de peur, on va pouvoir aller jouer pour lui retirer soit sa sécurité, soit sa liberté. Mhm. Donc c'est ça, en fait, le trop de yin, ça serait à un moment donné, je suis tellement influençable qu'on va pouvoir se jouer de moi. Donc mettre du yang dans l'yin, c'est je reprends ma faculté de discernement, de choix, j'ose, j'ai du courage et de la volonté. Très bien. Bah, très belle conclusion de cette conversation. Merci beaucoup, Nadège. Merci à Et, toi, Christophe. et à très bientôt, À j'espère. très bientôt.